Le 7 septembre 2025, Somgand a craqué sous deux mesures. Une matrice de carbone jamais enregistrée et une densité diamantifère au-delà des standards ont fait vibrer les marchés avant même l'explication. Qu'est-ce que cela change pour chacun quand Ibrahim Traoré parle des preuves de souveraineté? En quelques heures, le Burkina Faso passe de la périphérie aux chancelleries en alerte, routes verrouillées, drones civils stoppés, ingénieurs relançant les relevés, radio locales saturées de rumeurs. Et nous allons maintenant aborder ce sujet domine déjà, plus froide que l'euphorie, celle de savoir qui contrôlera la valeur, la sécurité et le récit. La découverte du Somgand n'est pas seulement une annonce spectaculaire, c'est une promesse conditionnelle. Elle offre au Burkina Faso un horizon de souveraineté inédit, mais uniquement si l'État parvient à transformer une donnée brute en pouvoir durable, sans précipitation ni capture extérieure. En 10 à 12 mots, l'enjeu est maîtriser la ressource pour maîtriser le futur. Cette promesse attire cependant des risques connus, déjà observés ailleurs sur le continent, où la richesse minérale a souvent précédé l'ingérence, la fragmentation et la dépendance. Le cœur du pari réside dans l'arbitrage entre vitesse et contrôle. Aller trop vite expose à la perte de levier. Aller trop lentement laisse la porte ouverte aux pressions. C'est ici que la posture d'Ibrahim Traoré devient déterminante, car elle engage non seulement une politique minière, mais une vision de l'État comme garant de méthode. Pour les citoyens, les entreprises et les partenaires régionaux, la nous allons maintenant aborder ce sujet n'est donc pas de savoir si le Somgand rendra le pays plus riche, mais s'il le rendra plus autonome, plus cohérent et plus résilient face aux chocs à venir. Deux chiffres ont tout déclenché. 2,4 millions de tonnes de kimberlite diamantifère estimées et 6% de matière exploitable, là où la moyenne mondiale plafonne à 2,8%. En moins de 3 heures, des relevés satellites croisés avec des sondes terrestres ont confirmé que le Somgand ne relevait pas d'une anomalie passagère, mais d'un gisement de catégorie rare. Ces données expliquent donc pourquoi les marchés ont réagi avant même que le récit ne soit stabilisé. L'écart entre la référence mondiale et la mesure locale crée un différentiel immédiatement lisible, donc immédiatement convoité. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir à l'instant initial. Les ingénieurs détectent donc d'abord un signal incohérent interprété comme une erreur logicielle. Les vérifications s'enchaînent, les modèles résistent mal, puis cèdent. La répétition parfaite des mesures transforme le doute technique en certitude scientifique. Ce passage du soupçon à la preuve ouvre la première faille du récit SAE, ce qui est démesurable devient monétisable et ce qui est monétisable attire l'attention internationale. À Ouagadougou, la tension monte à mesure que les informations circulent. Les chancelleries demandent caution et des confirmations. Les analystes comparent déjà l'événement à d'autres découvertes structurantes et les radios communautaires relaient des fragments de données mêlés d'hypothèses. C'est dans ce brouhaha que la posture officielle se précise. Ibrahim Traoré refuse l'emballement, parle de protection et de responsabilité et déplace le centre de gravité du Délanous. Allons maintenant aborder ce sujet. N'est plus combien vaut le gisement, mais qui décide de son usage. Ce choix s'inscrit dans un contexte continental marqué par des précédents lourds. L'histoire récente a montré comment des ressources mal encadrées peuvent accélérer la dépendance, fragmenter les institutions et nourrir des rivalités silencieuses. Le Somgand arrive donc chargé d'un ché, il promet une transformation, mais rappelle aussi le coût des erreurs passées. Ainsi,
La réponse à la nousse, allons maintenant aborder ce sujet ouverte au début, se dessine nettement. Le volcan n'est pas une métaphore politique. Il est une réalité chiffrée qui force un pays à choisir sa méthode. À partir de ces premières données, le Burkina Faso entre dans une phase où chaque décision, aussi technique soit-elle, devient un acte de souveraineté mesurable. Dès les premières heures, le récit du Somme-Gand s'incarne à travers des figures concrètes loin des tableaux financiers. Sur le site, un géologue burkinabé raconte comment une journée de routine a basculé lorsqu'un signal persistant a résisté à toutes les corrections. Il décrit les variations de densité, l'étrangeté des reflets bleutés dans les carottes de roche, et cette intuition immédiate que les modèles connus ne suffiraient plus. Ce témoignage donne chair à une découverte souvent réduite à des chiffres. Un second regard vient des villages voisins. Les habitants observent l'arrivée des convois, la sécurisation des routes, l'arrêt soudain des drones civils. Les marchés ralentissent, les écoles suspendent les cours pour suivre les annonces à la radio. L'impact est immense, la géologie entre dans la vie quotidienne et la découverte devient un nous allons maintenant aborder ce sujet collectif mêlant espoir et prudence. Ici, le Somgand n'est pas un gisement abstrait, mais un voisin silencieux qui modifie les rythmes. À Ouagadougou, cette transition est tout aussi visible. Les écrans diffusent en continu des images du site, tandis que les journalistes locaux accélèrent la circulation de l'information. Dans ce flux, Ibrahim Traoré apparaît comme un repère méthodique. Sur le terrain, il interroge les ingénieurs sur la stabilité des strates et la profondeur des couches, rappelant que comprendre précède toujours exploiter. Et cette présence calme structure les premières réactions et donne une cohérence à ce qui pourrait n'être qu'un enchaînement d'émotions. Ces impacts précoces révèlent l'avant même toute extraction. Le Somme-Gand agit déjà comme un catalyseur social et politique. La découverte n'a pas encore produit de richesse, mais elle a produit un effet plus immédiat, forcer chacun à se demander ce que signifie décider collectivement ici et maintenant. Tout commence avant l'aube du 7 septembre 2025, quand une équipe mixte capte un signal incohérent sous le Somme-Gand. Avant, il ne s'agit que d'une mission de calibrer des capteurs, comparer des bandes de densité, vérifier des relevés thermiques. Après, les écrans affichent des valeurs que les logiciels ne savent pas interpréter. La première réaction est le doute. Les ingénieurs relancent les mesures et croisent les sources, cherchent l'erreur humaine ou instrumentale. Rien ne cède. Le signal persiste, stable, précis, dérangeant. L'activation est silencieuse mais irréversible. À 8h30, le centre géologique de Ouagadougou envoie une alerte codée aux autorités. Avant, l'anomalie restait confinée à un cercle scientifique. Après, elle devient une affaire d'État. Les décisions s'enchaînent: sécurisation du périmètre, fermeture des routes secondaires, neutralisation des drones civils, déploiement d'unités chargées de contrôler les accès. Les premières images aériennes confirment l'ampleur de la matrice de carbone cristallisée. La bascule et ce qui était une curiosité technique prend la forme d'un enjeu stratégique. À 9h15, Ibrahim Traoré convoque un conseil restreint. Avant, le pays observait. Après, il choisit une méthode. Le message est comprendre avant de communiquer, protéger avant d'exploiter, verrouiller avant d'annoncer. Cette séquence marque l'apogée décisionnel. Là où une proclamation triomphale aurait attiré une ruée, la retenue impose un tempo. Le récit officiel se responsabilité, souveraineté, discipline. En quelques phrases, le cadre est posé et l'emballement contenu. Le soir même, la diffusion internationale déclenche les répliques. Avant, l'information circulait sous contrôle. Après, la planète regarde.
Les images tournent en boucle, les analystes comparent, les marchés suspendent, puis reprennent leurs transactions. Les chancelleries demandent sans famikeki des confirmations, des cartes, des estimations. Le Burkina Faso passe d'une périphérie observée à un centre scruté en moins de 24 heures. Cette onde de choc ne produit pas seulement des réactions financières, elle redessine les priorités diplomatiques. Dans les villages, la chronologie se lit autrement. Avant, on parlait de récolte et de pluie. Après, on parle du volcan. Les radios communautaires deviennent des points de rassemblement. Les anciens rappellent que la terre ne dévoile ses trésors qu'à ceux qui savent attendre. Dans son allocution, Ibrahim Traoré évite toute référence au profit. Il insiste sur la protection du site et la patience collective. Cette inflexion transforme le diamant, cesse d'être un mirage économique pour devenir une épreuve morale. Les 8 et 9 septembre, l'organisation prend le pas sur la sidération. Des comités scientifiques, économiques et sécuritaires se mettent en place. Avant, les décisions répondaient à l'urgence. Après, elles s'inscrivent dans une méthode. Les universités demandent bien des cartes, les coopératives réclament une représentation, les ministères coordonnent leurs messages. Le Somme Gand cesse d'être un événement, il devient un processus. Au fil de ces 3 jours, une constante de chaque action produit une onde mesurée, chaque parole renforce la cohérence du récit. L'activation a révélé le signal, l'apogée a fixé la méthode, les répliques ont testé la solidité du cadre. Au centre de cette séquence, Ibrahim Traoré n'accélère pas, il stabilise. C'est cette stabilisation, plus que la découverte elle-même, qui transforme un choc géologique en tournant politique. Le point de référence est un pays enclavé dépendant de filières extérieures, avec une base minière limitée. L'écart observé, les tout 2,4 millions de tonnes de kimberlite diamantifère identifiées sous le Somme Gand. Ce volume change d'échelle, rendant possible une filière industrielle continue. Cette première mesure structure tout le raisonnement. Dans les standards internationaux, peu de cratères volcaniques atteignent une telle masse exploitable sans dilution excessive. Ici, la taille de la matrice réduit les coûts fixes par unité et autorise une montée en charge progressive sans exiger une extraction agressive. Les ingénieurs expliquent que cette caractéristique permet de tester, corriger et sécuriser avant toute accélération. En termes de gouvernance, cela signifie une marge de manœuvre. Le calendrier n'est pas dicté par l'urgence financière, mais par la capacité de contrôle. La deuxième donnée précise la nature de cette 6% de kimberlite exploitable, contre 2,8% en moyenne mondiale. Chaque tonne extraite produit davantage, doublant le rendement potentiel sans surexploitation. Cette différence apparemment modeste transforme l'équation économique. Elle permet une exploitation rentable à échelle intermédiaire, là où d'autres sites exigent des volumes massifs pour atteindre l'équilibre. Concrètement, cela réduit la dépendance à des capitaux extérieurs pressés de rentabiliser rapidement. Pour l'État, le levier est négocier des partenariats techniques sans céder la maîtrise et privilégier la transformation locale sans perdre en compétitivité. C'est à partir de cet écart que se dessine la possibilité d'une chaîne de valeur internalisée. Le troisième indicateur mesure l'onde de choc au-delà du 18% d'augmentation des investissements africains dans les secteurs miniers et technologiques dans les 10 jours suivant l'annonce. Ce signal traduit une reconfiguration de confiance au-delà du seul diamant. Cette hausse ne correspond pas à un afflux spéculatif classique. Les analystes notent qu'elle s'accompagne d'une stabilisation rapide des cours après une première réaction. Autrement dit, le marché intègre l'information sans emballement durable. Cela suggère que la découverte est perçue comme structurelle plutôt que conjoncturelle.
Pour le continent, l'effet est une ressource africaine encadrée par un État africain peut modifier les anticipations sans provoquer de panique. Ces trois chiffres forment un triptyque Coe-masse, rendement, effet d'entraînement, ensemble. Ils expliquent pourquoi la réaction internationale a été immédiate, mais aussi pourquoi la stratégie adoptée importe autant que la découverte elle-même. Ibrahim Traoré insiste sur cette logique lorsqu'il parle du genre de mesures utiles. Les données ne, ce qui est abandonné ne servent pas à annoncer une richesse, mais à calibrer une politique. Le point de départ est assumé, l'écart est mesuré, et le nous allons maintenant aborder ce sujet devient transformer un avantage géologique en capacité institutionnelle. À partir de là, les décisions techniques prennent une dimension politique. Installer des capteurs, créer une société d'État, former des ingénieurs locaux ne sont pas des choix isolés. Ce sont des réponses proportionnées à des écarts quantifiés. La preuve chiffrée ne dicte pas une vitesse, elle autorise une méthode. Et c'est précisément dans cet espace entre référence et delta que se joue la crédibilité d'une souveraineté en construction. Deux lectures s'affrontent désormais autour du Somgand, chacune appuyée sur des arguments qu'il faut examiner sans caricature. La première, portée par plusieurs chancelleries occidentales et institutions financières, affirme qu'un contrôle intégral par un seul État crée un risque systémique. Selon cette thèse, confier un gisement de cette ampleur à un pays enclavé pourrait perturber les chaînes d'approvisionnement, attiser les rivalités régionales et accroître l'opacité. La solution avancée est une gouvernance partagée adossée à des mécanismes multilatéraux de transparence et de surveillance internationale, afin de diluer le risque politique et sécuritaire. La seconde lecture, défendue par de nombreux acteurs africains, soutient l'inverse. Elle considère que la dépendance historique est précisément née de ces dispositifs partagés, où la décision finale échappait aux États producteurs. Pour ce camp, l'enjeu du Somgand n'est pas la stabilité des marchés mondiaux, mais la démonstration qu'une ressource stratégique peut être administrée selon une logique nationale sans dérive. Il voit dans la fermeté affichée une tentative de rééquilibrage tardif mais nécessaire face à des décennies d'externalisation de la valeur. Ces deux thèses convergent toutefois sur un la découverte recompose les rapports de force. La nous allons maintenant aborder ce sujet n'est donc pas de choisir un camp par principe, mais d'évaluer les faits. Or, les mesures déjà observables apportent un début de réponse. La sécurisation stricte du site, le verrouillage des communications sensibles, la création de comités scientifiques indépendants et la mise en place d'une société d'État indiquent une logique d'ordre plutôt qu'une improvisation. Les indicateurs de marché, eux aussi, vont dans ce après un sursaut initial. Les cours se stabilisent et les investissements régionaux augmentent sans emballement spéculatif. Dans ce cadre, la position d'Ibrahim Traoré apparaît moins idéologique que méthodologique. Elle ne rejette pas la coopération, mais la conditionne à des paramètres mesurables et vérifiables. La souveraineté n'est pas présentée comme une fermeture, mais comme une c'est contrôler, comprendre, puis éventuellement partager. Ainsi, sans nier les risques soulevés par les critiques, la trajectoire observée suggère que la stabilité peut aussi naître d'une autorité claire lorsque celle-ci s'appuie sur des données, des procédures et une temporalité assumée. Ce basculement n'est pas minier, il est méthodologique. Au cœur de la tempête médiatique, la découverte cesse d'être une promesse nationale, isolée pour devenir un révélateur de gouvernance. Là où l'on attendait une posture défensive, le pouvoir adopte une stratégie plus large que prévu, fondée sur la coordination et le temps long. Ibrahim Traoré parle alors de unité stratégique, une formule sobre qui signale un déplacement du centre de gravité.
La nous allons maintenant aborder ce sujet n'est plus l'extraction, mais l'architecture décisionnelle. À partir de ce point, le somme GAND attire moins pour ce qu'il contient que pour ce qu'il organise. Les pays voisins, Mali, Niger, Tchad, expriment leur volonté de coopération scientifique et sécuritaire. Des universités régionales esquissent à rendre des programmes communs et des discussions s'ouvrent sur des standards partagés de formation et de contrôle. Le gisement devient un laboratoire sahélien où s'expérimente une capacité collective rarement tentée dans la région. Dans les rues de Ouagadougou, cette inflexion se lit dans les signes. Des affiches associent le volcan à un futur façonné localement. Les débats quittent la seule économie pour toucher à la méthode et à la responsabilité. Le milieu du récit est atteint, le somme Gand n'est plus un enjeu à gérer, mais un prototype à suivre. Discret mais irréversible, ce point d'inflexion redéfinit l'échelle du possible. Pour les travailleurs nationaux, les effets se matérialisent rapidement. La création d'un fonds de souveraineté minière, alimenté par une part fixe des revenus bruts, finance des lycées techniques, un hôpital spécialisé et des programmes de formation accélérés. Dans les zones rurales proches du site, l'activité quotidienne se réorganise autour de la logistique, de la sécurité et des services annexes. Les revenus restent modestes mais plus réguliers et surtout mieux ancrés localement. Ce changement n'est pas spectaculaire, il est stabilisateur, ce qui modifie la perception de l'avenir dans des foyers longtemps exposés à l'incertitude. Pour les entreprises nationales, la découverte agit comme un déclencheur industriel. Les marchés publics privilégient désormais les sociétés burkinabées pour l'ingénierie, la surveillance et la maintenance. De jeunes ingénieurs créent des structures spécialisées dans les capteurs, l'automatisation ou la sécurité minière. Ces initiatives ne transforment pas encore l'économie, mais elles créent des écosystèmes. Plusieurs économistes notent que ce tissu entrepreneurial n'aurait pas émergé sans un cadre clair et protecteur, porté politiquement par Ibrahim Traoré. Du côté des partenaires étrangers, la réaction est plus nuancée. Certains proposent des coopérations techniques encadrées axées sur la technologie ou la formation. D'autres insistent sur des garanties environnementales ou juridiques renforcées. Les multinationales, habituées à des conditions plus favorables, cherchent à renégocier leur accès. Pour la première fois, les paramètres sont définis par l'État hôte et non à l'extérieur. Cette inversion, même partielle, modifie les rapports de négociation et introduit une nouvelle asymétrie en faveur du pays producteur. Enfin, et pour le territoire régional, les répercussions dépassent les frontières. Des accords de formation croisés sont signés avec des pays voisins et des corridors logistiques sont envisagés pour soutenir une future filière intégrée. Le Sahel, souvent réduit à un espace de crise, commence à être perçu comme un laboratoire institutionnel. Un paradoxe s'impose: plus le Burkina Faso affirme son autonomie, plus la coopération régionale progresse. Cette dynamique donne un sens concret à la souveraineté, non comme isolement, mais comme capacité d'entraînement structuré. Trois trajectoires crédibles se dessinent pour les mois à venir, non comme des prédictions, mais comme des lectures conditionnelles des signaux déjà visibles. Dans un scénario de base, le Burkina Faso maintient un contrôle souverain strict tout en acceptant des partenariats techniques limités. Les exploitations pilotes avancent à rythme mesuré, testant la sécurité et la chaîne logistique avant toute montée en charge. La croissance reste modérée, mais la stabilité sociale est préservée. Les tensions diplomatiques existent, sans dégénérer. Ce chemin privilégie la consolidation institutionnelle plutôt que la maximisation rapide des revenus. Dans un scénario optimiste, la découverte catalyse une intégration régionale plus profonde. Un cadre panafricain de coopération minière voit le jour, mutualisant
formation, infrastructures et normes environnementales. Les investissements publics augmentent, portés par une confiance continentale renouvelée. Les premières promotions d'ingénieurs spécialisés sortent des universités partenaires. Le SOMGAND devient alors la matrice d'un modèle sahélien d'autonomie industrielle où le Burkina Faso joue un rôle de pivot reconnu. Un scénario défavorable reste toutefois possible. La fermeté étatique provoque des réactions négatives sur certains marchés, accompagnées de pressions financières ou médiatiques. Des divisions internes émergent entre partisans de l'ouverture rapide et défenseurs du contrôle strict. L'État doit arbitrer dans l'urgence, au risque de ralentir les gains sociaux attendus. L'élan initial se transforme en gestion permanente de contraintes extérieures. Plutôt que de choisir lequel de ces chemins s'imposera, la clé réside dans la logique qui les traverse. Si le nous allons maintenant aborder ce sujet est la liberté de décision, alors, comme le rappelle souvent Ibrahim Traoré, elle se planifie. Autrement dit, la souveraineté ne se mesure pas à la vitesse, mais à la capacité d'anticiper les pressions et d'y répondre sans perdre la cohérence du projet collectif. À mesure que le Somme-Gand quitte les cercles institutionnels, il s'installe dans les conversations ordinaires. Pour les familles urbaines, la découverte modifie la projection dans le temps. Les discussions ne se limitent plus au coût de la vie ou aux pénuries, elles intègrent la formation, la science et les débouchés d'une filière encore abstraite mais désormais imaginable. Cette translation est lente, mais l'avenir cesse d'être une attente vague pour devenir un champ de choix. Dans les zones rurales, le changement est plus discret. Les radios communautaires traduisent les données techniques en récits compréhensibles. Les enseignants utilisent l'exemple du volcan pour expliquer la géologie, la patience et la responsabilité collective. Les conteurs rappellent que la Terre révèle ses ressources à ceux qui savent attendre. Cette médiation culturelle réduit la distance entre décision nationale et vécu local, condition essentielle pour éviter la fracture entre centre et périphérie. Chez les jeunes, l'impact est plus direct. Les images d'étudiants travaillant sur des maquettes de laboratoires improvisés, de cartes géologiques partagées, circulent largement. Elles nourrissent un sentiment d'appropriation scientifique rarement observé. Beaucoup y voient une possibilité concrète de transformer le savoir en autonomie. Cette dynamique ne repose pas sur l'exaltation, mais sur la cohérence d'un récit reliant effort individuel et horizon collectif. Les aînés, eux, maintiennent une vigilance active. Ils rappellent que chaque richesse attire des épreuves et que la prudence est une forme de sagesse politique. Dans les lieux de culte comme dans les assemblées locales, la gratitude s'accompagne d'un appel à la discipline. Cette tension féconde entre fierté et retenue crée un nouveau ciment social. Deux gestes simples émergent alors à portée de suivre l'information scientifique pour comprendre les choix à venir et encourager les parcours techniques qui construiront la filière. Sans slogan, le Somgand devient un apprentissage collectif de la responsabilité. La transition entre découverte et gouvernance repose sur une méthode structurée articulée en étapes vérifiables. La première consiste à institutionnaliser le contrôle. Une autorité nationale dédiée au Somgand centralise les flux, assure la traçabilité et supervise les concessions. Les critères d'évaluation sont pré-registre sans anomalie, audit public régulier et conformité stricte des procédures. Cette étape vise à transformer l'urgence initiale en cadre durable. La deuxième étape porte sur la maîtrise technologique. Des laboratoires universitaires, appuyés par des partenariats techniques ciblés, forment une cohorte d'ingénieurs spécialisés en robotique minière et en sécurité. Le calendrier est borné sur 12 mois,
avec des modules progressifs et des certifications intermédiaires. Le succès se mesure par la capacité à opérer des équipements complexes, la réduction des interventions humaines en zone à risque et l'autonomie opérationnelle des équipes locales. Vient ensuite la redistribution de la valeur. Les revenus sont orientés vers 3 PO éducation, santé et énergie. Les objectifs sont ouvrir de nouveaux lycées techniques, achever des infrastructures hospitalières spécialisées et financer des projets solaires régionaux. Les indicateurs suivent l'avancement des chantiers et le nombre de bénéficiaires directs, afin d'éviter la dilution des ressources. La quatrième étape concerne la protection environnementale. Des études d'impact indépendantes fixent des seuils écologiques soutenus par des capteurs sismiques et hydraulogiques. Les rapports sont publiés à intervalles réguliers pour garantir la transparence et l'anticipation des risques. Dans cette séquence, Ibrahim Traoré insiste sur la chaque étape prépare la suivante, sans saut ni annonce prématurée. La feuille de route ne promet pas des résultats instantanés, elle construit une capacité. En reliant responsabilité, calendrier et mesure, elle transforme un gisement exceptionnel en architecture institutionnelle où la souveraineté se vérifie par les faits. Quelques mois plus tard, au pied du Somgand, un signe discret apparaît, une pierre brute, laissée volontairement sans socle ni ornement. Elle porte une phrase simple, reprise dans les écoles et les marchés: nous ne cherchons pas la lumière, nous la dégageons de la terre. Cette formule, attribuée à Ibrahim Traoré, agit comme un rappel plus que comme un slogan. Elle relie le geste technique à une intention collective sans exaltation inutile. Autour de cette pierre, les récits se croisent. Les enfants y déposent des fragments clairs, les anciens des morceaux sombres, comme pour relier passé éprouvé et avenir espéré. Le volcan, longtemps silencieux, devient un point de mémoire partagé. Il n'est plus seulement un lieu d'extraction potentiel, mais un repère symbolique où se condense une avancée sans se disperser. Dans ce cadre, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme une figure héroïsée, mais comme un fil conducteur. Sa constance, plus que ses mots, donne un sens à l'ensemble. Le Somgand rappelle alors une évidence souvent oubliée: la souveraineté ne se proclame pas, elle se pratique. Chaque jour, par des décisions mesurées, des renoncements assumés et une discipline collective, elle se façonne lentement, comme une pierre travaillée sans précipitation. Alors que le monde continue d'observer le Somgand avec un mélange de prudence et de fascination, le Burkina Faso avance à un rythme qui lui est propre. Dans les marchés, les écoles, les radios locales, le récit dominant n'est plus celui d'une découverte spectaculaire, mais celui d'une responsabilité partagée. La richesse n'y est pas présentée comme une fin, mais comme une charge à organiser, à protéger et à transmettre. Cette évolution du discours compte autant que les décisions techniques elles-mêmes. Le volcan devient ainsi un symbole, plus celui d'une Afrique qui choisit de penser le temps long, même sous pression. Chacun peut se reconnaître dans cette trajectoire, qu'il soit étudiant, travailleur, entrepreneur ou membre de la diaspora. Suivre les débats, comprendre les enjeux scientifiques, soutenir la formation locale ou simplement refuser les récits simplistes sont déjà des formes de participation. La souveraineté ne se limite pas aux institutions. Elle vit aussi dans l'attention collective portée aux choix qui engagent de l'avenir. Reste alors une nous allons maintenant aborder ce sujet, calme et essentiel, laissée volontairement ouverte. Si une lumière peut naître du Somgand sans aveugler, comment ce modèle de maîtrise et de patience pourrait-il inspirer d'autres territoires confrontés au même vent contraire du monde contemporain?